Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change. Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves. Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier si vous étiez avec nous, si vous étiez avec Christelle Rousseau. C'était passionnant, on a parlé de myosthésie. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes curieux, vous tapez myosthésie dans un moteur de recherche, vous allez voir, c'est une approche très intéressante, c'est une approche psy. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que on est vraiment en contact direct avec la personne. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est vraiment, la personne qui pratique la myosthésie est vraiment connectée à 100% avec la personne, contrairement à, alors ça c'est dans mon système de croyance, hein, je peux me tromper, contrairement en psy, par exemple, quand vous allez voir un psychiatre ou un psychologue, qui lui, à mon sens, a plutôt un regard un peu détaché. Et qui est un peu détaché dans sa position quand vous allez le consulter. Alors que là, le professionnel qui s'est formé en myosthésie, de ce que je comprends, est vraiment connecté à 100% avec vous et c'est plutôt, votre ressenti pour lui qui va être important et ce que vous êtes, en fait, votre état d'être, plus qu'autre chose. Et ça, je trouve ça vraiment, intéressant et passionnant. Ce que j'ai déjà vécu moi aussi dans mes activités à titre pro et je vois très bien comment ça marche. Je faisais pas de la myosthésie, hein, bien évidemment, c'était sur autre chose, mais j'étais aussi très connecté avec les gens que j'accompagnais et effectivement, ça change quand même beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça c'était Christelle Roseau. Vous retrouvez le podcast un peu partout, hein. Vous allez sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, iTunes, voilà, vous tapez podcast, c'est quoi le bonheur pour vous? Et il y a déjà un peu plus de 200, je crois qu'on est à 210 interviews qui ont été publiées. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée, comme d'habitude, autour de l'écosystème c'est quoi le bonheur pour vous? Et puis ensuite, on fait apparaître Florence. À tout de suite. C'est quoi le bonheur pour vous, les amis? Je vous invite à y réfléchir. Je fais apparaître Florence. Salut Florence. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien, je suis ravie d'être là, merci de cet espace. Bah avec joie. Alors nous on se connaît parce que tu es intervenu il y a pas si longtemps que ça à Arcachon au 2e congrès c'est quoi le bonheur pour vous? Tu as clôturé notre congrès de manière un peu magique. Tu es venu chanter des chansons très entraînantes du style Oh Happy Day et bien d'autres. Et c'était très cool de voir tout ce public, je crois que c'était 500 personnes qui étaient en train de chanter et de danser, donc c'était très cool. Bon, bien évidemment, on a gardé contact. Et puis, entre-temps, toi, tu es parti au Canada, mais bon, tu vas nous expliquer tout ça. Et voilà, c'était juste pour introduire, pour savoir pourquoi on fait cet échange. Je vais te laisser te présenter, Florence, pour les gens qui te connaissent pas, qu'on sache qui tu es, ce que tu fais. Avec plaisir. Et donc je suis donc Florence Aubrin, je suis coach voix, je suis art thérapeute vocale, j'ai mon cabinet depuis 28 ans à peu près. J'ai commencé à Paris et un petit peu partout en France et en visio maintenant à l'étranger. Je suis chanteuse de gospel. Donc c'est voilà, c'est un métier de passion et vraiment un chemin aussi de voix VOIE. Voilà, je suis formatrice aussi autour des risques psychosociaux bien-traitance au travail à la maison. Donc j'accompagne des publics de 0 à 100 ans, mais aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des élus, toute personne au niveau entreprise et commune. Et voilà, c'est un chemin
d'années, beaucoup d'années d'investissement et en même temps de rencontres magnifiques en France et à l'étranger. Voilà mes différents métiers, Julien. Ok. Qu'est-ce que tu faisais au Canada là récemment? Ah, je suis allée rencontrer mes collègues et mes collaborateurs canadiens parce que j'accompagne donc des personnes en visio depuis longtemps. J'étais déjà allée à Montréal il y a 2 ans. Et là, c'était vraiment pour peaufiner les rencontres, pour travailler là-bas assez rapidement. On espère y travailler trois fois par an et après, d'ici 2 ans, pouvoir s'y installer peut-être 6 mois. Donc, j'allais rencontrer différents acteurs canadiens, mais qui sont aussi parfois en France, qui adorent qu'on ait des visions communes en termes de valeurs éducatives positives et la bientraitance surtout. Donc, c'était voilà. Donc, j'ai rencontré des centres médicaux, j'ai rencontré des entrepreneurs. J'ai rencontré des centres culturels, des théâtres, j'ai rencontré, des thérapeutes aussi, hein, des gens qui sont, voilà, là-bas, c'est quand même très intégré, hein, notamment, que ça soit au niveau de naturopathie, que ça soit en termes de transgénérationnel aussi, hein, les constellations familiales. C'est assez reconnu, et après il y a moins de psychologues au Canada que chez nous. Il y a un collectif de psychologues qui a effectivement, beaucoup de choses à raconter parce qu'ils sont directement au gouvernement canadien. Il y a des choses qui bougent, hein, en termes de santé mentale, émotionnelle, ils sont plus en avance que nous, vous le savez. Donc voilà, on allait, faire un constat, à la fois rencontrer des nouvelles personnes et vraiment pouvoir après, y travailler. Donc c'est un projet de 2 années, mais d'ici 2 ans, on y sera, je pense au moins 6 mois. Voilà. Ok. Et donc du coup, tu as aussi un pied dans le monde de l'éducation. Ce que tu disais, c'est que tu es aussi très active dans le monde de l'éducation, c'est ça? C'est aussi un de tes intérêts en étant sur place? Oui, bien sûr, parce que, moi, c'est vraiment mon cœur de métier, hein, quand même, l'éducation, hein. Faut savoir que j'ai commencé, jeune, comme beaucoup d'ados, j'ai commencé en tant qu'animatrice avec mon BAFA. Après, j'ai été, coordinatrice pédagogique, voilà, adjointe direction et après directrice de séjour et de jeunes. Donc j'ai toujours accompagné des familles, des bébés et notamment en situation aussi de handicap invisible, notamment en neurosciences, voilà, sur les troubles neurologiques. Et en termes d'éducation au Canada, bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est de rencontrer, comme on fait en France, hein, que ça soit des professeurs, soit des institutions qui accompagnent la parentalité, canadienne et qui accompagnent aussi en termes d'éducation, les avancées, hein. Parce que, effectivement, il y a des visions communes, mais il y a beaucoup de choses encore à faire, que ça soit en France ou au Canada. Et là, j'ai vraiment envie, voilà, d'instaurer aussi des choses que nous, on a pu explorer depuis, tant d'années en France et qui marchent. C'est intéressant ce que tu dis parce que, enfin, dis-moi si je me trompe, si c'est ce que tu sous-entends, mais moi, c'est ce que j'ai découvert en étant au Canada plusieurs fois. C'est que nous, en France, on a toujours l'impression que le Canada ou la partie Québec, essentiellement francophone, a 15 ans d'avance sur nous dans le monde de l'éducation, dans plein d'autres choses. Et à force d'y aller, je me suis rendu compte que finalement, les Canadiens, en fait, ils venaient très souvent en France. En tout cas, ils s'inspiraient beaucoup aussi de ce qui se passe en France. Et que quand je leur expliquais ça, ils me disaient: «Bah non, en fait, pas du tout, au contraire». Je sais pas si c'est ce que tu vois toi aussi? Oui, alors, en plus, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'étais à Québec et après Montréal, qui est vraiment complètement différent, hein. Les Québécois, vraiment, en termes de relations aussi avec les Français, on est vraiment des cousins. Donc, il y a des fantasmes aussi des 2 côtés, j'ai l'impression. Ouais. C'est important aussi de se rencontrer en vrai, pour échanger, parce qu'on se nourrit et ça, c'est vraiment aussi l'histoire, hein, franco-canadienne et c'est ça que j'aime, c'est que, c'est toujours important de jamais, aller rencontrer, quelqu'un ou une culture ou un pays avec, des choses arrêtées. Pas du tout. Donc du coup, on a des choses à amener. Ils ont, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles ils se penchent et auxquelles on réfléchit ensemble parce que c'est depuis tout temps, hein, on travaille ensemble et l'objectif, c'est quand même de continuer même si, on sait qu'aujourd'hui en termes de migration, le Canada vient de bloquer, voilà, mais il y a encore quand même, des possibilités pour les Français. Donc on travaille ensemble, il y a des possibilités, il y a des visions communes, mais en même temps, on est assez différents et même au niveau langue, pour eux, ils considèrent que ce sont les vrais Français. Ouais, ouais, L'école il française paraît, ouais. américaine. C'est ce qui est dit très souvent, ouais. Là, en ce moment, toi, tu es concentré essentiellement sur quoi dans le cadre de tes activités? Alors en ce moment, c'est intéressant parce que, j'avais vraiment envie de lancer là, parce que forcément, pratiquement 30 ans d'activité, il y a des axes et c'est vrai que mon axe aujourd'hui, il est vraiment famille. Là, on a une journée bien-être, par exemple, famille, le 7 décembre à Bordeaux et on est vraiment sur une vision 0-100 ans, sur l'accompagnement, de pouvoir travailler sur cette joie, en fait, de pouvoir tenir avec ces moments, d'époque un peu difficiles. Donc en ce moment, je suis beaucoup sur la parentalité
On est aussi beaucoup sur l'action autour du cancer du sein et cancer féminin. Donc là, on est en train de voir une collaboration avec la Ligue du cancer Québec et faire aussi un échange avec les maisons roses, à la fois françaises, parce qu'il y a plus de 18 000 maisons roses, mais partir déjà de la maison rose de Bordeaux et de Québec. Donc en ce moment, voilà, c'est vraiment le cancer féminin et la famille qui va nous intéresser pendant 2-3 ans. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Oui. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors concrètement, on organise des journées bien-être, on valorise des ateliers, des coachings et des rencontres parents-enfants. On valorise la parole aussi d'enfants et d'adolescents qui n'ont pas forcément des espaces de liberté pour s'exprimer, que ça soit à l'école ou à la maison, d'avoir aussi des espaces de jeu, notamment en communication non violente canadienne. On va organiser donc des espaces, ça peut être des matinées ou des journées, mais aussi ça peut être des espaces de parole, juste parents, soit parents-enfants sur des espaces donnés. Donc ça peut être sur des centres sociaux, des centres culturels. Et après en accompagnement, on a effectivement des accompagnements, notamment moi je suis vraiment spécialisée pour les TDA, TDAH et troubles du spectre autistique. Donc on accompagne des familles aussi dans des espaces différents où ils vont pouvoir s'exprimer et trouver des clés aussi en termes d'accompagnement. Donc ça c'est vraiment, on a les journées bien-être, les ateliers, les espaces vraiment de bien-traitance et après on a le cabinet où on accueille différentes familles que je peux accompagner seule ou avec d'autres collègues thérapeutes. Il y a une raison pour laquelle tu t'es spécialisée dans les neuroatypiques? Ah oui, je suis maman d'un enfant TDAH, TOP, trouble de l'attention avec hyperactivité et trouble de l'opposition. Il faut savoir que la France, en termes de neurosciences et d'approche d'handicap invisible, avait du mal à accueillir ces enfants. On confondait beaucoup la psychiatrie et les troubles neurologiques. Donc, ce sont les neuropédiatres, les neuropsychologues qui ont réussi à nous aider en termes de diagnostic. Moi, c'est un enfant qui aujourd'hui a 21 ans, c'est un jeune adulte qui a eu la chance d'être scolarisé, d'avoir le bac et de pouvoir maintenant faire des études supérieures parce que j'ai été amenée à créer une éducation différente, à créer un accompagnement différent pour sauver cet enfant, hein, qu'il puisse vraiment avoir une scolarité normale. Alors, ça a été un enfant qui a été pas mal à la maison. Heureusement, on avait les outils. J'avais créé aussi des outils d'accompagnement scolaire à l'époque dans mon métier. Donc, j'avais la chance de pouvoir lui offrir à lui à la maison, mais aussi d'autres enfants avec d'autres parents. Donc oui, ça a été une cause aussi magnifique de parentalité pour moi, mais aussi de transmettre tout le travail, tous les outils que j'ai créés, toute cette méthode autour vraiment. Et là, on avait vraiment une méthode à la fois en neurosciences, en comportementalisme, vraiment, et en outils concrets de coéducation parce que j'ai dû créer une éducation pour mon enfant pour qu'il puisse être apte socialement tout en comblant ses manques neurologiques et effectivement ces relations aux autres qui étaient compliquées. Ce sont des enfants qui ont des copains très très tard. Moi, il commence seulement à avoir des amis maintenant. Il a 21 ans. Ok. Et concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que j'imagine que ça va parler à beaucoup de personnes. Tu sais, nous, avec le magazine Innovation en éducation, là, le dernier numéro qui est sorti est justement sur les neuroatypiques, dont moi aussi je fais partie, tu sais, en étant 10. Et on se rend compte avec les années, parce que là, ça fait quasiment peut-être pas loin d'une quinzaine d'années, on va dire, qu'on met beaucoup d'énergie dans l'éducation. Que bien évidemment le corps scientifique s'intéresse de plus en plus aussi à ces phénomènes et donc du coup on en parle beaucoup plus. Ça peut nous donner l'impression que du coup il y a de plus en plus de TDAH, d'hypersensibles, de DISH et tout, etc. Et donc on était à l'époque en manque d'informations. Maintenant je trouve qu'il y a peut-être même un trop d'informations. Qu'est-ce que toi tu as mis en place concrètement pour accompagner ton enfant? Parce qu'une fois de plus, je pense que ça va parler à beaucoup de parents. Alors, les premières choses, c'était déjà, comme il y avait une problématique au niveau du temps, j'ai créé un jeu avec lui que je transmets aujourd'hui, un jeu autour du temps. Donc, on a travaillé toute une manière de gérer son temps. Donc, souvent, je demandais aux parents ou moi avec mon enfant, je le faisais. On travaillait donc sur simplement une petite montre. Alors maintenant, ils ont des montres connectées, hein, c'est là que j'ai vieilli. Mais à l'époque, c'était des petites montres qui avaient juste le chrono et le temps. Et en fait, par exemple, j'en avais créé des rituels de jeu autour du temps où, pour qu'il n'y ait pas de crise, parce qu'il faut savoir que le trouble de l'opposition en termes de TDA est très, très difficile. Ils font des crises de frustration parce qu'ils n'ont pas le nom en eux, en tout cas neurologique.
Ils ont petit à petit le nom de construction dès 4 ans, mais ils n'ont pas le nom neurologique. Donc, notamment au niveau du temps, on avait, j'ai créé avec eux un petit jeu de timing, donc vraiment de se dire bon bah voilà, pour réussir à faire des tâches qui pour eux étaient compliquées, leur donner le choix. Donc ils avaient leur petite montre, par exemple le petit jeu de chrono, ils savaient que en 1 heure ils devaient donc peut-être ranger leur chambre, faire un petit exercice de maths qu'on avait vu en préalable ensemble et se tenir prêt pour qu'à 19 heures on dîne. Et le fait qu'ils aient un espace de liberté et de pouvoir gérer ce temps, donc ce petite montre. Alors des fois on avait un réveil parce que moi j'accompagne des petits dès 1 an et demi et je vois chez Maël qui était précoce parce que c'est voilà, il est HPI et TDAH et je le voyais dès 1 an, c'était un enfant qui se levait tout seul, etc. Qui a parlé qu'à 6 ans mais qui avait une psychomotricité fine très très précoce comme il a marché à 9 mois. Et du coup il gérait son petit réveil, il gérait son temps et le fait de simplement lui donner le choix de choisir donc ces moments, comment il pouvait gérer émotionnellement les choses, mais qu'à 19 heures c'était son challenge, que tout soit fini, eh bien ça l'a beaucoup aidé. Donc on a des jeux autour voilà, du réveil des montres. J'ai beaucoup travaillé l'autonomie aussi autour des devoirs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et ça je le vois maintenant avec les parents, l'autonomie des devoirs dès 6 ans. Je le challengeais en fait. Je le challengeais. Donc on avait le jeu, par exemple, il y a un petit jeu que vous connaissez, mais qui a été ça aussi, qui était très canadien, que j'ai connu moi il y a 25 ans. C'est le fameux jeu des post-it qu'on retrouve, le post-it des couleurs, vous savez. Alors quand ils sont petits, on peut le travailler avec des smileys, avec des animaux, et en fait ça leur permet d'organiser leurs idées, de se dire ah oui, mais en fait dans cet exercice on peut y mettre une girafe parce que ça fait penser à ah oui, donc les petits post-it de couleurs, c'est organiser ces petites idées. Donc, en fait, je lui donnais à la fois de la méthodologie, mais des petits, comme ce sont des enfants qui étaient précoces, c'était plus facile. Il avait pas complètement le langage, mais il avait une psychomotricité fine assez exceptionnelle. Donc, on mettait des jeux autour du temps, on mettait des jeux au niveau de la méthodologie pour qu'il puisse être autonome dans ses devoirs, parce qu'il n'avait pas d'échec scolaire. C'est juste que comme il n'avait pas le langage, il fallait trouver un autre langage. Et c'est intéressant parce que moi, je suis dysphasique. Lui n'est pas 10, mais moi, je suis dysphasique, donc j'ai parlé aussi qu'à 6 ans. Et donc, le trouble de langage fait qu'on crée d'autres langages. Donc voilà, donc c'était surtout des bases de jeu, des bases surtout aussi de gestion émotionnelle, vous savez, de communication non violente. Moi, j'ai été formée très, très, même avant d'être enceinte. Et ça, c'était assez génial parce que du coup, la CNV, on peut l'utiliser vraiment pour tout. Et donc, on faisait des jeux de mots. On faisait aussi, comme le langage, c'était compliqué, je l'avais associé à des gestes. Et surtout, la liberté du oui et du non. Ça, c'était la clé parce que comme ils avaient ce problème neurologique de frustration où ils étaient frustrés tout le temps, ils n'acceptaient pas le non. Donc, on avait trouvé une manière d'accepter le non détournée. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup amené la CNV canadienne dans la coéducation pour moi et après pour les parents que j'accompagne. Donc, c'est des bases de jeu, c'est des bases d'objets, c'est des bases d'images, de smileys, de couleurs, d'animaux. Et c'était surtout, comme on dit, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, de confiance. Faire confiance à l'enfant. Où moi, je lui disais, voilà, t'as 1 an et demi. C'est sûr, il sortait tout seul il avait un lit d'adulte déjà à 1 an. Il sortait tout seul avec sa turbulette, c'était assez drôle. Mais je lui disais, je te fais confiance. Sur ça, je vais te faire confiance et on va collaborer. Et en fait, c'est vraiment de la collaboration avec ces enfants-là. Et quand vous leur faites confiance et que vous trouvez leur code, parce que chaque enfant a ses codes, eh bien, ça a été quand même un partenariat. Et quand je vois aujourd'hui à 21 ans, il est bénévole à l'association. Il parraine aussi des enfants et des bébés. Parce que maintenant, vous savez, même j'ai des petits, j'ai des bébés qui arrivent, ils ont 6, 8 mois, des petits loulous à 1 an et demi, parce que comme le diagnostic, c'est que 6 ans, donc on fait déjà des prédiag quand les institutions sont compliquées. Du coup, ça leur permet d'aller vers des CMPP ou d'aller vers les psychomotriciens ou les orthophonistes en leur disant, vous pouvez vraiment accompagner vos enfants maintenant avec plein de liens et plein de collègues qui sont vraiment performants et pros. Donc c'était une méthode autour du jeu, des mots, des couleurs et surtout de la confiance et lui apprendre que
le non, ça allait être quelque chose qui allait être dur pour lui, mais qu'il fallait qu'il l'accueille parce que sinon, il allait pas pouvoir s'adapter dans cette société, ni à l'école. Et pour la dernière chose, j'ai beaucoup collaboré avec les maîtresses et les professeurs. À l'époque, on n'avait pas de coussin, on n'avait pas de balles, on n'avait rien du tout à l'époque. Et ben du coup, on créait des petits jouets, on créait des systèmes pour que à l'école ils puissent. Parce qu'il faut savoir que moi, Maël, il ne s'est assis qu'en seconde. Donc imaginez scolarité où toutes les demi-heures, il fallait qu'il se lève. Donc on avait trouvé des systèmes où, ok, on savait qu'il n'arrivait pas à s'asseoir. Donc je crois qu'il a réussi à s'asseoir en fin de seconde, première. Donc imaginez. Donc on mettait aussi beaucoup d'humour. Je crois que l'humour est la meilleure arme au monde. L'amour et l'humour, c'est vraiment les deux associés. Si vous avez des questions pour Florence, parce que je vois déjà de passer des messages, surtout n'hésitez pas à lui poser des questions. Là, c'est plutôt des personnes, je peux le montrer, c'est Elodie qui nous dit très intéressant en effet, même pour les adultes 10 TDAH ou HP. On a Kamel qui nous dit hop là, ça a disparu. Bonjour à tous, très intéressant votre thématique. Merci Kamel. Chantal qui nous dit aussi bravo Flo, Chantal de Bourges. Moi j'avais une petite question par rapport toujours au TDAH parce que tu as parlé de diagnostic. C'est une vraie question le diagnostic. Tu sais, je disais tout à l'heure que on pouvait avoir le sentiment qu'il y a de plus en plus de neuroatypie autour de nous parce que très facilement on dit tiens mon enfant il est différent. Et donc se pose la question du diagnostic. Qui doit faire un diagnostic? C'est qui? C'est l'enseignant? Moi, je pense pas. Des professionnels? Ouais. Oui, officiellement, de toute façon, même moi qui travaille beaucoup avec les médecins, les neuropédiatres, neurologues, officiellement, de toute façon, on a des psychologues dits habilités qui font les tests, mais qui malheureusement des fois ne peuvent pas accompagner derrière. Donc il y a aussi une frustration du diagnostic. On nous dit vous êtes ça, et après on peut pas vous accompagner. C'est pour ça qu'on a d'autres collègues, que ce soit les orthophonistes, les art thérapeutes, d'autres collègues qui sont aussi habilités à accompagner, mais par contre qui sont pas habilités à faire les tests. Donc qui fait les tests? C'est pédiatres, alors les neuropédiatres, neurologues, neuropsychologues et après les psychologues agréés. Donc ça veut dire que de toute façon, au niveau des diagnostics, ce qui est compliqué aussi, on en parlait hier avec une famille d'un enfant TDAH, TOP, c'est que les petits cocos, ils sont malins, ils faussent aussi les tests. Parce que je vois, Maël lui a fait son premier test à 9 ans, on n'avait pas toutes les données et à l'époque, ça n'existait pas, le diagnostic TDAH, faut le savoir. On n'avait que le test WISC, émotionnel et intellectuel. Même le HP, n'existait pas, n'était pas nommé. Donc déjà les tests, ça veut dire qu'il a fallu qu'il en refasse un. Donc vraiment son vrai test, je crois qu'il l'a eu à 15 ans, où là il a eu toutes les données parce qu'aussi il a accepté de pas tricher sur les tests, de pas fausser, parce que c'est aussi un jeu de se dire j'ai pas envie de développer, de montrer ma personnalité, développer mes compétences devant tout le monde. Non, c'est assez jouissif pour eux. C'est pas forcément du mensonge, mais c'est une manière, de un peu de se cacher malgré tout dans leurs différences. Donc le diagnostic aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que c'est à 6 ans les premiers. Et encore, pour moi, je vous cache pas qu'en termes de maturité, depuis le temps que j'accompagne ces enfants-là, c'est vraiment avant 9 ans le cerveau. Là, on peut vraiment, s'ils jouent le jeu, vraiment à 9 ans, là, c'est intéressant. Avant, c'est compliqué. Donc, avant 6 ans, c'est des personnes comme vous et moi qui peuvent accompagner. Après, il y a les orthophonistes qui sont vraiment nos premiers amis et les ergothérapeutes. Vraiment, ils sont géniaux. Les maîtresses, souvent, ils détectent en disant il y a une difficulté. Ils vont amener les parents à consulter la psychologue scolaire, l'infirmière scolaire qui va faire le relais. Et comme je dis, c'est très important. Plus l'enfant est accompagné tôt, mieux il a des chances de s'en sortir. Parce que Maël, par exemple, je l'ai vu même enceinte. Je savais que mon fils avait une différence, pas neurologique, mais je savais que mon bébé était différent. Maël, il a eu ses rééducations avec les collègues, avec moi et tout ça dès 4 mois. Donc après, il a passé sa vie dès 4 mois. Donc je vous cache pas que à 13 ans, il a envoyé balader tout le monde. Je veux plus d'aide. Foutez-moi la paix, je vais faire mon expérience tout seul. Et il avait bien raison, ce petit bonhomme. Ah oui, j'imagine. Parce que ça a un coût, non, aussi, le diagnostic, c'est pas accessible à tout le monde, j'imagine. Alors la difficulté aujourd'hui, nous on a eu la chance. C'était privé, c'était 250 €. Aujourd'hui, à Bordeaux, faut savoir qu'on est à 450 € non remboursés. Et ça, c'est important, Julien. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de familles, et même moi, où il a fallu qu'à un moment donné, on puisse, pour payer tous les soins privés,
il a fallu qu'on prenne des crédits, qu'on mette en place des choses financièrement pour soigner nos enfants. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a une différence neurologique et un handicap invisible, qu'on n'a pas d'aide publique, parce que les CMPP, c'est 1 an d'avance, il y a des hôpitaux qui peuvent être très chouettes, hein, mais on n'a pas de place avant 1 ou 2 ans. La difficulté, c'est qu'on se retrouve vraiment dans des difficultés financières et c'est franchement, ça, c'est un sujet. Accompagner ses enfants, c'est un sujet parce que si on n'a pas de moyens financiers, eh ben, dans les drames que j'ai vus, hein, avec mes collègues en structure, parce que je suis aussi dans le social, dans la grande précarité, il faut savoir que quand nos enfants ne peuvent pas être accompagnés, à un moment donné, il peut y avoir aussi des drames sociaux et que les enfants soient arrachés à leur famille parce qu'ils n'ont pas eu les moyens Ouais. privés de les accompagner. Donc aujourd'hui, c'est quand même un vrai souci l'argent parce que comme je dis, et j'ai pas honte d'en parler, quand Maëlle me dit maman, on n'a pas de maison et je lui dis mon chéri, en fait, ma maison c'est toi. Parce que je suis tellement contente et tellement heureux que tu sois bien et que tu sois sauvé et que tu puisses avoir une vie sociale. Parce que effectivement, voilà, c'est un coût extrêmement, c'est très, très difficile aujourd'hui. Tout est dans le privé et parce que on a effectivement des collègues qui sont magnifiques dans le privé, mais aussi dans le public. Heureusement, là, vous savez, avec le nouveau plan avec le Covid, notamment nos étudiants, on les pousse beaucoup à faire leur accompagnement gratuit par l'État. Mais la difficulté à Bordeaux, c'est qu'il y a très peu de psychologues, comme ils sont pas cher payés par l'État. Il y a très peu de psychologues qui ont le système, vous savez, gratuit des 12 séances sur l'année. Ouais. Maëlle a réussi à trouver une collègue à nous auquel il peut aujourd'hui y avoir droit. Ouais. Donc, il y a ce système-là, mais qui est nouveau. Ouais, donc du coup, c'est un vrai sujet, comme tu dis, ce qui veut dire qu'il y a, si je synthétise, il y a très peu de familles qui ont accès à la possibilité de faire un diagnostic parce que ça coûte cher. Eh bien, en fait, je vous cache pas que dans la vraie vie, c'est les grands-parents qui peuvent payer le test. Ouais. Ils vont emprunter. Ils vont emprunter, tant pis, ils vont faire un petit crédit pour se dire bon bah voilà, pendant 6 mois je vais essayer d'accompagner mon enfant, mais j'ai pas l'argent. Donc il y a ça où effectivement à un moment donné, je vous cache pas que nous c'est pareil, hein, dans le cabinet, il y a des étudiants, on fait des prix ou même des fois je suis bénévole parce que je peux pas laisser un enfant comme ça en difficulté. Donc des fois j'ai des familles en grande difficulté. Et tant pis, on fait les 3 séances gratuites, on leur offre, on trouve des subventions au niveau de l'asso, on demande des mécénats, des parrainages. Mais moi, je n'ai jamais laissé d'enfants sur le carreau. Jamais laissé d'enfants et de famille. Donc, tant pis, on fait du bénévolat, mais on les accompagne. OK. Est-ce que tu as une idée peut-être que toi tu as des solutions de ce qu'on pourrait mettre en place, qui pourraient justement rendre accessible à une majorité de personnes? Parce que c'est vrai, comme je le disais en amont, peut-être que c'est pas un leurre, hein, de se dire qu'il y a de plus en plus, d'enfants, qui sont neuroatypiques, parce que c'est pareil, tu sais, que tu sois 10, HP ou HPI, à un moment donné, il faut faire des tests et là aussi, en fait, ça coûte une fortune. Est-ce que toi, tu as réfléchi à des solutions, dans ce sens-là? Alors c'est intéressant parce que c'est une réflexion vraiment c'est une démarche qu'on est en train de vraiment mettre sur le tapis là, notamment avec l'association, parce que l'association c'est une aile de mon entreprise, ça fait 3 ans qu'elle existe et notamment aussi pour ces familles-là. C'est vrai aujourd'hui, il faut savoir que bon, dans les aides publiques, c'est très compliqué. En termes de troc, alors nous on a beaucoup fait de troc et beaucoup d'échanges, c'est-à-dire de compétences. Donc par exemple, effectivement, ça c'est une solution, mais qu'on fait depuis toujours. Je sais pas si vous continuez, mais moi je viens du coup de Bourges et on a toujours fait du troc. On a toujours, et moi j'ai continué le troc. Donc ça veut dire que dans l'association, il y a une petite dame qui va dire voilà, moi je vous donne 3 heures de gestion et en contrepartie, ça m'offre 3 heures d'accompagnement pour mon enfant parce que là financièrement je peux pas. Alors le système du troc marche très très bien, mais vraiment bien au point que c'est un écosystème, hein, vraiment chez nous. Il y a le troc. Il y a effectivement le bénévolat, hein, des collègues, hein, que moi-même je fais, hein, c'est-à-dire que quand on a des familles en grande difficulté, on va donner de notre temps. Donc des fois c'est 5 heures par semaine, on va donner de notre temps. Donc c'est pas du troc, c'est du bénévolat, c'est vrai. Et après, je te cache pas que là, par rapport au système, on en parle avec les collègues psychologues qui donc ont adhéré au système gratuit de l'État. Ils soufflent des choses. Hein. Bon, c'est compliqué en France, on le sait aujourd'hui, mais ils sont en train de souffler des choses quand même à l'État sur pourquoi pas continuer ce dispositif, mais pour notamment parce qu'ils savent que demain ça va être un grand sujet, la neuroatypie et nos handicaps.
invisible. Donc, pourquoi pas l'élargir aussi, que les tests à un moment deviennent gratuits. Mais vous savez, c'est comme la CAF. Comme j'ai dit, nous, ça fait 25 ans qu'on se bat à demander à la CAF d'avoir un permis parent. C'est-à-dire que quand on a une naissance, de pouvoir avoir une formation, des formations d'accompagnement gratuites par la PMI, d'avoir un minimum, parce que j'ai beaucoup de parents rigolant qui disent, vous savez, il faut un permis pour être parent tellement c'est dur. Et ça, j'en parlais beaucoup avec mes collègues canadiens. Je leur disais, vous savez, nous, je rêve de ça, d'avoir un permis parental, d'avoir mais même pas, peut-être un petit package de 4 heures de formation obligatoire pour tous les nouveaux parents, parce que ça a été aussi quelque chose, ça a été un phénomène depuis 15 ans. J'ai beaucoup de parents qui sont complètement perdus, auxquels on travaille avec les pédiatres, mais les pédiatres me disent, mais j'ai pas le temps. Du coup, on se retrouve à faire de l'alimentation, du sommeil, de la coéducation et des choses de b.a.-ba, même au niveau des pleurs, parce que au niveau des pleurs, on n'arrive pas à reconnaître les pleurs, s'il a faim, si c'est un câlin ou si c'est un besoin de sommeil. Et ça, voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on souffle à l'État, parce qu'on a la chance quand même de travailler avec des élus aussi, vous tous et nous tous. Donc, on va continuer de souffler des choses. Donc ça, c'est sûr que la gratuité du diagnostic, ça, on le demande Mais depuis oui, 3 ans. mais oui, c'est clair. C'est inadmissible qu'on doit payer, et surtout aujourd'hui, c'est lié aux villes. Nous, Bordeaux, 450 €. Moi, j'ai des familles, ça fait 3 ans qu'ils attendent, ils peuvent pas diagnostiquer leur enfant. Donc là, on est en train de trouver une solution, notamment dans les subventions publiques, mais aussi les mécènes. Donc aujourd'hui, nous, ça fait 20 ans qu'on travaille avec les mécènes, les entreprises, les fondations, les mécénats. Je vous cache pas qu'à un moment donné, on se dit, mais il faudrait qu'il y ait des fondations qui puissent donner des fonds pour ça. C'est clair, Tellement ça devient un sujet public, complètement. et dans 30 ans, c'est nos enfants qui seront, même avant 30 ans, mais on va dire que ça va être une société de neuroatypiques, et tant C'est clair. mieux, parce qu'il y a des valeurs magnifiques que transmettent ces enfants, mais c'est maintenant qu'il faut réfléchir aux solutions. Mais on y arrivera, c'est sûr, hein. Pour rebondir sur ce que tu dis, je sais pas si tu étais au courant, Florence, mais je montre une petite affiche à l'écran. Nous, on a créé justement un dispositif qui s'appelle éducationpositive.fr, qu'on a appelé Le parent parfait n'existe pas. C'est le premier guide audio, en fait, qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Parce que justement, tu vois, on a réfléchi à ça. Et donc, on a interviewé ces 15 professionnels avant, en fait, que les parents deviennent parents, justement pour qu'ils puissent déjà avoir un maximum d'informations et se poser aussi les bonnes questions, tu sais, avant de se lancer. Donc, tu vois, on a eu le même constat. On a lancé ça, là, ça fait déjà 2 ans maintenant que la plateforme, elle existe. Et je voulais revenir aussi sur le TDAH, parce que c'est un point aussi qui revient souvent. Je sais pas si toi, tu l'as fait avec ton enfant, c'est la question du médicament. Tu sais, est-ce que... j'ai pas le nom du médicament, mais toi, tu le connais. Oui, en tout cas, moi, le seul que j'aime bien, avec du coup, les psychiatres, c'est Concerta, parce qu'il a moins d'effets secondaires, mais c'est une base de Ritaline, on est d'accord. Mais le Concerta, en tout cas, c'est celui qu'on a choisi pour Maël. Alors ça, c'est un vrai chemin de combattant. Et ouais, Imaginez bien, moi, je suis avec mes collègues naturopathes, je suis pas forcément pour la médicalisation, mais je travaille en médecine générale aussi avec mes collègues, donc on en parle. Moi, Maël, c'était un enfant qui était très, 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 très sensible, parce que vous savez que l'hypersensibilité fait partie aussi bah, de la neuroatypie. On s'est battu pour qu'il n'y ait pas de médicalisation jusqu'à 13 ans. À 13 ans, il était tellement en crise qu'on a dit, bon, est-ce que tu veux bien essayer le petit médicament? Bon, maman, elle va pas être contre, parce que je suis pas contre les médicaments, pas du tout. Mais je sens que t'es pas complètement prêt, mais on va tester. Ça a été une catastrophe. Mon Dieu, il a été malade, mais il avait plus faim. C'était un sportif de haut niveau, Maël. Donc, il pouvait plus faire de sport. Il pouvait plus manger. Il dormait plus. On aurait dit un zombie. Et j'ai dit à son papa, 3 jours comme ça, j'ai dit jamais mon enfant. Si le médicament avait fonctionné, et le problème, c'est que la médicalisation, il faut attendre 6 mois, le temps qu'on ait le bon dosage. Voire 9 mois. Et moi, j'ai dit, je tiendrai pas. Mon enfant, il est en train de mourir, en fait. Donc, j'ai dit non, on arrête. J'ai dit, écoute, Maël, je dis pas non, mais là, t'es pas prêt, mon chéri. On a dit, OK. Ça a été très dur, parce que profondément, maintenant, avec le recul, et je pense que Maël serait d'accord sur ça, je pense que c'est un enfant, parce que le TOP est extrêmement difficile pour nous tous, et pour eux, d'abord. Je pense que c'est un enfant qui aurait dû être médicalisé dès 6 ans. Mais son corps ne pouvait pas l'accepter ni l'accueillir. C'était trop violent pour lui. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, tu sais, mon chéri, le bac arrive. Comme c'est un trouble de la concentration, et qu'il a heureusement un aménagement qui s'appelle le PAP, il avait son aménagement. Mais je lui ai dit, bon,
Et donc, à 17 ans, je lui dis, écoute, t'as réfléchi pour ton médicament. Il avait un psychiatre magique à Bordeaux. Et on en a parlé. Il m'a dit, je crois que je suis prêt. Bon. Donc, il a pris son Concerta avec le psychiatre qui, lui, croyait au TDA et vraiment avait l'habitude du Concerta bien dosé. Et franchement, ça lui a permis de vivre son année de bac serein. Il a eu son bac. Et après, il a pu donc continuer, sur ses études supérieures, même si il est parti 1 an en Belgique faire psycho et maintenant il revient à Bordeaux en marketing sportif. Mais il a été 1 an aussi parce que gros problème d'études, pas d'études avec Parcoursup, mais ça a été une aventure. Mais là, il l'avait arrêté donc pendant 2 ans et là, il le reprend maintenant pour ses études supérieures. Et il se sent bien. Au début, c'était difficile parce qu'il me disait, maman, vous voulez nous droguer, c'est affreux votre histoire de médicaments. Je dis, moi, je ne veux pas te droguer, mon chéri, du tout. Mais regarde la limitation, ton cerveau, il compense plus. Parce que c'est ça, en fait, à un moment, il y a une décompensation du cerveau. Le cerveau a ses limites et sans le médicament, ça devient compliqué, notamment s'ils veulent réussir leurs études. Donc, aujourd'hui, on a un résultat vraiment magnifique, c'est-à-dire qu'il ne le prend que la semaine, pas le week-end. Il n'y a pas de dépendance et il le voit, il a vu. Parce qu'il faut quand même se dire que cet enfant-là, au tout début, il n'aurait pas ni parlé, ni mangé, ni marché. C'était un enfant qui n'était pas condamné, mais presque. Et moi, j'ai dit jamais de ma vie, mon enfant, il sera condamné. Et on s'est battu. Et quand on voit ce que j'ai dit au professeur, pour vous, le bac, c'est pas grand-chose. Mais un enfant comme ça, qui aurait pas dû même vivre, il a son bac, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte du chemin de résilience. C'est hallucinant et qu'aujourd'hui, il a la capacité neuronale de faire des études supérieures. Mais c'était impensable, vous voyez, pour les médecins à l'époque. Donc, c'est un vrai chemin, c'est une vraie discussion, c'est un parcours de combattant pour nous tous et notamment pour l'enfant d'accepter de vivre avec un médicament. Ouais, bien sûr. Surtout dans une société qui est pas adaptée en fait aux gens qui sont neuroatypiques. T'as glissé quelque chose très rapidement tout à l'heure en disant que à 21 ans socialement c'était encore un peu compliqué pour lui. J'imagine que ça laisse sous-entendre que pendant toute j'allais dire sa carrière, pendant toute son enfance, ça a été compliqué socialement. C'est bien connu des neuroatypiques. Mais je crois que voilà, en fonction de ta neuroatypie, c'est encore plus compliqué. Et là, tu disais, ouais, ça l'était encore. Est-ce qu'il y a quelque chose pour l'aider là? Ouais. Aujourd'hui, c'est stabilisé, c'est-à-dire c'est la première année où il a un groupe social, parce qu'aussi, je pense que le sport aide beaucoup. Bon, moi, je suis formatrice au CREPS depuis longtemps dans le centre de formation des sportifs, et vraiment le sport, comme on sait l'art, en général, aide beaucoup. Et Ouais. là, c'est la première fois, il me disait vraiment, on est à l'écoute. Il y a beaucoup de neuroatypies aussi, on sait, c'est Ouais. des métiers qui attirent, Ouais. mais c'est la première fois où vraiment il me dit voilà, j'ai un groupe où on peut se parler, où on se comprend et en plus je crois qu'il est le plus vieux comme il a fait 1 an du coup de CDI parce qu'il avait pas Parcoursup, l'avait oublié un petit peu, il avait pas d'études avant de repartir en Belgique et tout ça. Donc c'est le plus vieux en plus, donc il a une maturité et après vous savez que ces enfants ont des maturités. Mais pardon, je t'ai coupé, ta question, c'était comment on peut l'aider encore à 21 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, moi, j'ai des jeunes adultes qui viennent, qui découvrent, qui sont TDA ou TDAH ou en trouble du spectre autistique à 21 ans. Comment on peut les aider, nos jeunes étudiants? Alors, ça, c'est ce que je leur dis socialement. C'est déjà d'accepter, il y en a qui veulent pas, mais je comprends. D'accepter de dire, voilà, j'ai un rapport à toi qui est peut-être différent parce que je suis neuroatypique. Et je sais, alors au Canada, on en a beaucoup parlé. Les Canadiens, vous vous rappelez, la première fois qu'ils vous voient, c'est comment tu vas aujourd'hui? Alors qu'un Français, c'est tu fais quoi dans la vie? Et ça, eux, ils sont cash, c'est de l'amour pur, c'est vraiment un cœur pur, c'est pour ça que je les adore. Et eux, tout de suite, ils disent: «Oh, mais tu sais, je suis différent, mais on est tous différents, c'est pas grave. Je suis ci, je suis ça», voilà. En France, c'est compliqué. Mais je peux leur conseiller d'être eux-mêmes et de dire: «Bah, voilà, oui, j'ai une petite différence, mais toi aussi, c'est pas bien grave». Donc les outils qu'on a développés, c'est déjà oser aller vers l'autre, ne pas avoir peur de l'autre, parce qu'il y a la peur quand même d'être rejeté, la peur d'être jugé et le fait que ils appartiennent pas des fois à des groupes et c'est dur parce qu'ils sont seuls. Donc on les accompagne, ça fait partie des outils d'accompagnement pour accueillir sa différence, s'aimer tel que l'on est, parce que c'est un vrai cadeau de résilience et vraiment moi-même étant en neuroatypie, franchement,
c'est un cadeau magnifique d'être différent. Ah bah, tu prêches un convaincu, hein. Moi, je suis né en 78 et de mon époque, j'avais 6 ans quand on m'a dit que j'étais dyslexique et dysorthographique et bah, tu sais, en fait, à l'époque, je pense que les gens, ils étaient pas accompagnés. Enfin, quand je dis les gens, c'est les pros, hein, les enseignants et les professionnels étaient pas, équipés, outillés, formés, pour nous accompagner et ce qui était vraiment compliqué de ce que j'ai vécu, c'était cette différence, en fait, qui est très martelée, qui était très présente. On te fait vraiment, croire, en fait, que tu es vraiment, différent de tout le monde et heu et bah, c'est avec les années que je me suis rendu compte que c'était un sacré atout, en réalité, d'être différent. Parce qu'on avait une façon de percevoir le monde qui était différente, une créativité différente, on rentre en connexion aussi avec les gens de manière très différente. Enfin, tout est différent et c'est ce qui fait justement que tu sors du lot et ça devient même un atout. C'est ça qui est génial, je trouve, c'est que ça devient un atout dans le monde de l'entreprise. Aux États-Unis notamment, il y a des entreprises qui, ont compris ça et qui embauchent justement des neuroatypiques, notamment parce que, bah, oui, on utilise notre cerveau de manière différente, donc on a une créativité qui est pas commune et donc je trouve ça génial, tu vois, qu'on en arrive là, mais c'est vrai que pendant toute une période, on va dire toute ma scolarité, c'était vraiment pas évident, hein. Alors, bah, la chance que j'ai eue, moi, quand je le témoigne, notamment quand je fais les masterclass ou des conférences sur ce sujet, la chance que j'ai eue, comme quoi des fois, là, je leur dis aux parents, moi, ma mère, ça me fait rire parce que je lui ai dit, mais comment on a découvert, parce qu'à l'époque, on disait dyslexique pour tout le monde, alors que moi, c'est bien la dysphasie. Moi, j'ai aucun problème à l'écrit, c'est vraiment la dysphasie. Aujourd'hui, on a dissocié, mais à l'époque, on disait dyslexique tout le monde. Donc, sur mon carnet de Ouais. santé, il y a marqué dyslexique, mais je suis pas dyslexique, j'étais dysphasique. Ça s'entend plus aujourd'hui, mais je l'ai été. Et en fait, le beau cadeau qu'ont fait mes parents sans le savoir, c'est que même si, en blaguant, ils disaient: «Elle est différente cette petite», mais ils m'ont jamais considérée différente, ils m'ont jamais considérée en handicap. Et même si ça a été assez violent, ça je vais quand même le nommer parce que moi je l'ai appris, en fait, j'étais dysphasique à 30 ans avec une orthophoniste parce que comme moi, mes parents, ils ont à l'époque, il y avait pas d'aménagement à l'école, c'était, bah, OK, il y a j'ai une orthophoniste qui était prof de chant, du coup, c'était génial, c'est pour ça que je chante avant de parler. Mais du coup, elle a été tellement géniale, cette femme, qu'elle a régulé mon trouble et que ça s'est plus jamais entendu, que ça a été une force. Mais par contre, ce qui a été violent, c'est que quand mon trouble neurologique est revenu, que j'avais des pertes de mémoire, parce qu'il faut savoir que quand j'ai eu Maëlle, on n'a pas dormi 7 ans, donc mon cerveau a pris cher, quand même 7 ans de nuit blanche. Et du coup, je n'avais plus de mémoire de travail, ça a été compliqué, donc j'ai redemandé à avoir une orthophoniste. Et en fait, je vous cache pas que ça a été hyper violent parce qu'à 30 ans, j'arrive chez cette dame, je lui dis voilà, je comprends pas, bon, je me doute peut-être que c'est lié à mon disque, quoi, que j'ai plus de mémoire et que j'arrive plus à travailler à plein temps. Et elle me regarde comme ça très violemment, elle me dit mais vous êtes handicapé, on vous l'a jamais dit, c'est tout, vous avez juste compensé, vous avez chanté, vous avez fait du théâtre, c'est très bien, mais vous êtes handicapé, point. Et je la regarde, je dis: «Madame, vous me parlez comme ça, mais comment ça je suis handicapée? Moi, on m'a jamais dit que j'étais handicapée». J'ai senti que j'avais une différence, mais c'est pas un handicap. Mais elle me dit: «Bien sûr que c'est un handicap. C'est un handicap, vous êtes, dysphasique, donc c'est un trouble de l'oralité. Par contre, je peux rien faire pour vous, hein. C'est-à-dire que, OK, les tests ont fait que vous êtes, bien dysphasique, mais moi je suis pas formée aux adultes et de toute façon ça me saoule les adultes. Moi je fais que les enfants». Alors là, je la regardais, je lui dis: 1, je vous emmènerai jamais d'enfants. 2, je vais vous blacklister. Et 3, vous vous rendez compte, madame, que vous m'apprenez qu'à 30 ans, je suis handicapée. Je vous jure, ça a été d'une violence. Oh, mon Dieu! Et moi, j'avais jamais réalisé que j'étais handicapée parce que mes parents, on en a ri, mais on m'a jamais, heureusement, ils m'ont jamais considérée handicapée, ni les maîtresses et tout. Ils disaient juste, elle est un peu farfelue, floue, c'est quelqu'un d'original, elle fera un métier original, c'est génial. Mais je me dis, heureusement, finalement, que j'ai pas su que j'étais handicapée. C'est clair. Parce que oui, c'est un handicap invisible, mais jamais. Donc franchement, je dis aussi aux parents, c'est pas rendre l'enfant normal. Attention, ça a rien à voir. C'est juste, je t'aime tel que tu es, tes différences sont des cadeaux, tu verras, tu vas en faire des richesses. Mais ne jamais considérer son enfant handicapé en lui disant t'es un handicapé et maintenant t'avances comme ça, t'as pas le choix chérie. Oh, Tu c'est m'étonnes. affreux. C'est horrible. C'est affreux. Donc là, j'ai réalisé que j'étais handicapée. Bah, il m'a fallu quelques années pour le digérer, mais voilà, ça fait des belles anecdotes en live. Ouais, je Mais suis d'accord avec toi. peut-être qu'elle ne travaillera plus beaucoup cette dame. Bah, tu sais quoi? Eh ben, moi, c'était cet été, donc tu vois, ça fait quelques mois. Anecdote, je me retrouve en fait, sur la plage, parce que tu sais, je suis à Montpellier et donc moi, je vais en vélo à Carnon
Et j'ai sympathisé avec des anciens sur la plage. Ils étaient là, tu sais, tous les matins, comme moi, pour le lever du soleil. Donc voilà, on a sympathisé, puis on papotait. Et en fait, on s'installait sur un endroit qui était construit uniquement à l'été, où tu peux te mettre à l'ombre. C'est une structure en bois avec un banc. Et puis bah moi, tu sais, je venais faire mes exercices de yoga et tout. Après, je prenais mon ordi, puis je bossais de là. Et derrière, quand tu es assis, il y avait une pancarte où il y a marqué réservé aux handicapés. Et en fait, tu vois, à 6 heures du mat, il y a personne. Et donc, et donc, du coup, je m'installe, je me mets là, et puis voilà, moi, je commence à bosser et tout, etc. Et puis, bah, je sais pas, il doit être peut-être 10 heures ou 11 heures de la journée. Et là, t'as une personne qui vient avec une personne qui est en chaise roulante et qui me demande de me décaler, tu sais, pour m'installer. Finalement, t'as 5 autres personnes qui débarquent, c'est toute une famille, qui me dit, est-ce que vous pouvez vous bouger? Vous n'êtes pas handicapé? Délicat. Et la veille, moi, j'étais en train de faire l'édito du magazine que je vous ai montré à l'écran, là, le magazine Innovation en éducation sur les neuroatypies, et je parlais justement de mon handicap. Parce que maintenant, en fait, on dit que c'est un handicap. Mais moi, je ne dis pas que c'est un handicap. Mais c'est un handicap qui est invisible. Et donc, je la regarde avec un grand sourire et je lui dis, vous savez, bah si, en fait, j'ai un handicap. Ben non, vous n'êtes pas en chaise roulante, monsieur. Et donc, je lui explique. Je fais, bah moi, je suis dyslexique, dysorthographique, je suis HPE, HPI, hypersensible. Et donc là, il y a toute une discussion qui s'est enclenchée ensemble et avec la personne qui était en chaise roulante. Donc c'était super intéressant parce qu'effectivement, en fait, les handicaps invisibles, c'est quand même quelque chose, tu vois, dans notre société. Moi, j'ai mis quasiment 35 ans à dire que j'étais dyslexique. Je l'ai révélé uniquement le jour où j'ai fait mon TEDx sur scène à Narbonne. Donc, tu vois, ouais, je le cachais à tout le monde en fait. Parce que tu penses que quand tu étais enfant, on t'a pas accompagné là-dessus. Pourquoi tu as eu ce besoin de le cacher? Bah parce que j'ai l'impression que j'étais nul, tu sais, que j'étais. En fait, je compensais sur plein d'autres choses, et comme on m'a reflété pendant toute mon enfance bah, que j'étais nul et que j'étais mauvais, avec notamment une fois un directeur d'établissement qui me dit mais Monsieur Perron, vous servirez à rien dans notre société, vous allez terminer SDF. Bah moi, Mais tu vois, j'ai non, grandi avec ça. Donc mais en fait, mon Dieu, mais c'est horrible. c'est horrible, et donc je cachais ça, tu vois. Et puis voilà, le jour où j'ai préparé mon TEDx, je me suis dit bah c'est peut-être le moment de le dire, voilà. Le moment. Et c'est magnifique en plus de pouvoir le nommer au monde. Mais alors Ouais, ça, c'est un vrai sujet, Julien, tu sais, ouais, parce que j'en ai beaucoup parlé de ça. Moi, je me dis cette chance que c'est pour ça que dans les parents, même les bébés, je leur dis, vous savez, accueillez-les comme ils sont, c'est un cadeau. Et dites-leur que vous les aimez tels qu'ils sont et que c'est OK. Et que c'est OK. Parce que moi, profondément, je pense que c'est ce que j'ai ressenti. Après, j'ai un chemin particulier parce que c'est vrai que j'étais quand même entourée beaucoup de violence à l'école. Voilà, c'était difficile, beaucoup de cultures différentes et du coup, je parlais pas beaucoup français parce qu'on parlait pas trop français à l'école où j'étais. Donc, la force du métissage, mais il y avait quand même la violence. Et je me rappelle que la chance que j'avais, c'est que j'étais pas influençable. Et quand on me disait, non, mais toi, de toute façon, arrête de parler, tu parles pas français. Bon, on continue de me le dire et je me bats aussi encore avec ça en me disant, mais je parlerai peut-être jamais français. C'est pour ça que j'adore le Canada et que je suis avec mes Afro-Américains en me disant, laissez-moi tranquille. Mais c'était que j'avais la force en moi de dire non et ça, j'accompagne les enfants là-dessus en leur disant, mais en fait, non. Moi, je sais que je suis une bonne personne. Moi, je sais que je suis douée. Et quand on me disait, oui, de toute façon, ça peut effectivement, tu vas pas réussir à faire ça. Je leur disais, mais manque de bol, je vais le faire. Parce qu'il faut quand même se dire que chez moi, c'est vraiment un grand chemin de résilience. Je suis quand même chargée de communication, formatrice en communication bienveillante, chanteuse, conférencière. Et voilà, c'est génial. Alors que j'ai un trouble de l'oralité dysphasique et que c'est c'était clair. un cadeau. C'est hallucinant. Mais pour dire que comme quoi le départ des racines, c'est-à-dire que quand on dit que tout se joue entre 0 et 6 ans, c'est faux et vrai en même temps. Tout se répare. Par contre, oui, ces petits bonhommes, s'ils entendent qu'ils sont différents comme nous tous, mais que c'est OK, qu'on les aime tels qu'ils sont, eh ben, ils vont pas se construire de la même manière que toi, où Mais oui. c'était difficile, c'était des époques quand même très maltraitantes à l'école. Et ça, je me suis beaucoup battue, et notamment à l'Éducation nationale, pour dire non à la malveillance à l'école. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Et moi, j'ai conscience que quelque part, je suis chanceux. Parce qu'en fait, je m'en suis bien sorti, tu vois, j'ai transformé ça. J'écris des livres aussi, tu vois, je donne des conférences, on organise des événements, on fait plein de trucs. J'ai réussi à transformer tout ça.
Et quel culot d'ailleurs de créer une agence de communication alors que tu es dyslexique et dysorthographique, Mais tu c'est vois? génial, Mais oui, mais c'est génial, j'adore. mais oui. Mais j'ai conscience que quelque part, j'ai de la chance parce que c'est vrai qu'une grande partie quand même, ça reste encore très difficile en fait pour eux, quoi. Bien évidemment, moi je reçois encore des mails, hein, de personnes qui me disent, avant de m'envoyer un mail, vérifier aux fautes d'orthographe par exemple, tu vois? Je reçois encore des mails comme ça. Bon, maintenant, j'utilise ChatGPT, donc normalement, Ah, maintenant, je fais plus de fautes ça d'orthographe. aussi, c'est un sujet, l'IA, pour ça. C'est Par un vrai contre, sujet. on va en parler. Mais c'est un vrai sujet aussi sur ça. Oui, Ça, c'est sûr. bah, je veux Ah, bien ton bah, point de vue. c'est vrai? Ouais, Ah, bah alors c'est intéressant parce qu'en plus, moi-même, en tant que consultante, là, on a des formations internes et même avec mes pontes, mes boss, tout ça, où on travaille vraiment sur du consulting haut level. Là, on est en train de travailler sur la perception de l'IA. J'étais en plénière, là, il y a 2 jours sur l'IA, de se dire est-ce que c'est bon, est-ce qu'on en a peur, etc. ouais, Moi, mon avis, c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs à la plénière. Pour moi, c'est une aide. Ça peut être même des fois un soulagement quand on manque de vocabulaire ou quand on manque parfois de culture, où on peut vraiment s'aider. Mais faut pas en avoir peur parce que faut toujours que ça parte de toi. Et il y avait oui, un monsieur à la plénière, un collègue à nous, qui était dans la pub, dans le marketing, et il disait, je suis désolé, moi j'aide et je m'aide de l'IA, mais mes idées, c'est toujours les miennes. Et des oui, fois, je fais des challenges avec le chat GPT et en oui, fait, c'est moi qui gagne parce que c'est moi qui serai toujours meilleur. Et oui, c'est ce que je carrément. disais. Moi, j'en avais fait un challenge à un moment, la première fois que j'ai découvert ChatGPT ou Gemini. J'avais dit, tiens, je vais aller le tester sur un domaine d'expertise qui est pour moi, du coup, le gospel. Et comme je connais pas tout, on est d'accord, faut avoir l'humilité de ça, mais j'avais quand même travaillé une expertise. Je lui ai dit, tiens, allez, on va aller se confronter. Je l'ai challengé. Bon, il racontait beaucoup de bêtises. Alors, je lui disais, ben non, tu sais que ça, c'est faux et tout. Il régulait, mais il régulait après 3 semaines, 1 mois, 8 mois parce qu'il recherchait des infos. Et c'était génial parce que c'était comme un combat de boxe, mais bienveillant. C'est-à-dire, Ouais, je l'embêtais. Enfin, je lui disais, non, mais là, tu sais que tu racontes vraiment des grosses conneries, hein. Franchement, t'es au courant. Donc, j'ai trouvé ça, voilà. Et ça, c'est mon approche aussi du DIC. C'est vrai que je mets toujours de l'humour et une distance avec les choses. Donc, moi, aujourd'hui, du coup, alors, moi, je l'utilise pas dans la formation, par exemple. Pour moi, c'est très important. Je suis ingénieure de formation, je suis consultante. Là, on travaille sur des ingénieries très poussées au Canada et en France. Pour moi, c'est très important. Par contre, j'ai des collègues qui me disent, oui, mais Flo, là, tu as une commande, 2 heures après, tu fais de l'ingénierie, tac, tac, tac. Après, là, en termes d'éthique, c'est quelque chose auquel je pourrais pas adhérer. Moi, si tu es ingénieur de formation, tu es ingénieur de formation. Ça vient de ta tête, ça vient de ton cœur. Et je suis désolée, quand j'ai vu des fois les collègues en formation, j'ai dit, les gars, ça manque d'humanité. ah Moi, bah je oui, sais c'est clair. repérer des fois Bah les oui, chats GPT en formation ou même les voix. Vous savez, on entend les voix maintenant de chat GPT. ouais, On a les chanteurs, ils créent carrément oui, des voix. Et ben avec l'oreille fine qu'on a par le professionnalisme, avec l'expérience, moi je sais reconnaître si c'est une voix chantée, enregistrée en studio ou si c'est une voix chat GPT ouais, bien sûr. enregistrée. Mm. Donc, moi je pense qu'il faut pas en avoir peur. C'est comme quand il y a Internet qui est arrivé, c'est une révolution. On peut s'en servir et nous aider notamment autour de l'orthographe, au niveau de la culture, des idées, mais de se dire qu'on faut toujours rester maître parce que c'est un assistant, mais c'est pas Exactement. quelqu'un qui vous remplace. Voilà. Ah oui, c'est clair. Moi, je le vois vraiment comme un assistant, hein, c'est clair, hein. Et comme je te disais, c'est très pratique parce que du coup, j'écris ce que j'ai à écrire. Après, je lui demande de me corriger mes fautes. Et puis voilà. Waouh. En fait, tu vois, sur les fautes, oui. Bah, t'es sûr que sur les fautes, il fera pas de fautes, a priori. A priori. Ah Mais non, des il fois peut? sur Ah ouais, merde. des fois non, non, mais c'est ça qui est drôle. Mais comme on dit, c'est important d'accueillir les nouvelles technologies et comme on sait, l'être humain, il a autant d'amour qu'il a autant de choses pas très sympathiques. On sait il peut y avoir des dérives. Mais si Ouais. vous êtes toujours rattaché à l'éthique, de savoir, voilà, qui tu es, où tu vas et ce que tu veux transmettre, l'IA sera pas dangereux pour toi. Non, Parce que c'est clair. tu gardes ta ligne éducative et ta ligne de valeur. Tout à fait, tout à fait. C'est quoi là tes prochaines actus là du moment?
Ah, les prochaines actus, on travaille dur là pour la journée bien-être du 7 décembre. Là, on est dans un quartier parce que l'association est volante. On a voulu travailler dans tous les quartiers de Gironde, Nouvelle-Aquitaine et en Ok. France aussi dans différentes villes. Donc là, on est à Bordeaux-Codéran. Donc c'est un petit quartier à 15 minutes du centre-ville avec un centre social qui s'appelle Mon Séjour. Et on a aussi la CMSO qui nous parraine, donc une banque sur les coups de pouce sociaux. Donc là, il y a la grande journée bien-être, voilà, du 7 décembre où il y a 14 intervenants et donc ça brasse à peu près 30-40 familles, voilà, de 0 à 100 ans. 14 décembre, on a 13-14 décembre, on a la Masterclass Gospel à Bordeaux, plutôt au sud, Bordeaux Sud vers Talence, où là, du coup, c'est un petit concert de Noël aussi. Donc, c'est des gens qui viennent apprendre à chanter du gospel. On a des amateurs, des semi-pros et des pros. Et on est une trentaine de choristes et on se fait un petit concert de Noël qui est gratuit. Tout le monde peut venir fêter Noël avec nous le 14 décembre, le dimanche après-midi, donc à 16h. Ça, c'est l'actu. Et après, on prépare le Canada. J'y retourne un mois en avril, où là, l'objectif, c'est qu'on commence vraiment à signer les partenariats et petit à petit aussi à travailler avec plusieurs personnes et notamment, effectivement, l'éducation va être aussi un point important en avril. Là, j'étais plus avec les chambres du commerce. Voilà, chambre du commerce, centres médicaux et consultants, voilà, et familles. Mais là, ça sera intéressant en termes d'éducation qu'on aille rencontrer nos collègues aussi, professeurs, maîtresses et surtout aussi les collectifs qui s'occupent de la parentalité. Ouais, tiens, d'ailleurs, si on pouvait peut-être terminer là-dessus, parce que je vois que ça passe vite, il nous reste à peu près 5 minutes. C'est justement le corps enseignant. Nous, on en a parlé dans le dernier magazine que je vous ai montré souvent à l'écran autour des neuroatypies. On donne plein de conseils justement auprès des enseignants de comment on peut essayer de les guider, les accompagner quand on a des élèves neuroatypiques. Quel conseil toi tu aurais à leur donner? Ah, alors, 21 ans d'éducation nationale, qu'est-ce que je leur donne comme conseil? Comment on collabore ensemble? Je leur dis que déjà, d'être dans l'observation. Ça, c'est de la CNV, c'est vrai. Mais déjà, observer un enfant en souffrance. Parce qu'on a aussi des enfants, jamais vous saurez qui sont neuroatypiques. Jamais ils feront, parce qu'il y a l'éducation encore à l'ancienne où il faut pas faire de vagues. Il faut être l'enfant parfait. Donc moi, je leur dis, observez déjà si un enfant est en retrait ou à l'inverse, très excentrique, très demandeur, d'observer peut-être que cet enfant-là, il a besoin d'attention différemment. Donc déjà, ça passe par l'observation. Après, vraiment de collaborer avec les parents. Par exemple, je donne un exemple, mais au lycée, moi, j'ai plus accès aux parents, pardon, aux parents, c'est-à-dire aux parents des copains, mais au-delà de ça, j'ai plus accès aux professeurs. C'est-à-dire quand vous voulez un rendez-vous, maintenant, il faut écrire un mail et même en mail, ils vous disent, oh là, non, non, il y a un rendez-vous par an et c'est tout, on n'a pas le temps, sauf pour problème grave. Donc, il y a plus de lien aussi enseignants-parents et notamment à partir du lycée. Donc, de pouvoir aussi, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'élèves, mais de continuer le lien parent-enfant, de prendre l'enfant dans toute sa dimension avec ses frères et sœurs, ses parents, voire ses grands-parents, parce que un enfant, il peut pas être accueilli tout seul. Donc, il y a vraiment cette notion de parentalité auquel on discute. Et après, je vous cache pas que dès qu'ils ont des suspicions, tout ça, de parler avec les collègues, d'en parler avec l'infirmière, parce que bon, le psychologue du travail de l'école, malheureusement, ils ont un pour six écoles, 7 écoles, ils sont jamais là. Mais je dis l'infirmière, même si elle n'est pas tout le temps là, renseignez-vous auprès de l'infirmière et après, voilà, revoyez du coup avec les collègues spécialistes pour pouvoir donner de l'entraide aux parents en disant, vous savez, il y a peut-être une différence neurologique, votre enfant est en souffrance. En tout cas, c'est vraiment ne plus ignorer ces enfants-là. Parce que rappelez-vous, au niveau des stats, c'est terrible, notre génération, on avait 2 enfants par classe. Maintenant, Ouais. on est à 11 enfants par classe avec l'handicap visible, invisible, et aussi toutes les handicaps moteurs qu'on connaît de naissance aussi au niveau des neurones et au niveau des chromosomes. Donc, vous vous rendez compte, 12 enfants par classe, C'est c'est quasiment la énorme. moitié sur une classe de 30, quoi. Exactement, c'est énorme. Mmh. Donc voilà, en tout cas, continuer le dialogue au niveau des professeurs et quand on a des profs sympas, moi j'ai toujours eu des profs sympas, on se choisissait pour travailler ensemble. Franchement, on a des enseignants qui sont exceptionnels et continuer le dialogue surtout, toujours. Mmh. Comment on fait pour te trouver, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi? Ouais, c'est assez facile depuis le temps, 28 ans de toile. Vous tapez Florence Aubrin, art thérapie vocale ou coach voix et vous allez me retrouver. On a les réseaux sociaux,
sur Instagram, Miss Swing Événements, sur Facebook. J'ai mon profil LinkedIn, bien sûr, Florence Aubrin. On a le site internet Miss Swing Événements. Si quelqu'un veut me trouver, il me trouve forcément. Florence Aubrin. Donc voilà, vous tapez Florence Aubrin et vous verrez, vous aurez toutes les coordonnées téléphoniques, mail et aussi les lives, les YouTube. Voilà, c'est assez facile de me retrouver. Merci beaucoup, Florence. Merci pour toute l'énergie que tu mets. Merci beaucoup. Bien. Et écoute, je te souhaite une très belle journée. Toi aussi, à vous tous aussi. Merci d'avoir été là. Merci. Puis alors peut-être à très vite au Canada. Je t'avais expliqué, tu sais, qu'on voulait organiser le 8e congrès Innovation en éducation à Montréal. Donc c'est prévu pour 2028. Donc écoute. D'ici là, nous, 2027, ouais, voilà, c'est ça. Nous, on y sera vraiment bien installés, je pense, 2027, 2028. Donc d'ici là, on aura eu le temps de 3 années de rencontres et de collaboration. Au plaisir de le vivre ensemble en 2028. Ça va passer vite. Hein. Oui, nous, on viendra en amont avec Julie, tu sais, pour visiter les salles. Donc, on se reverra sur place ici. Hein. On se verra. En tout cas, je suis ravie de cette rencontre et de cette future peut-être collaboration ensemble. On se perd pas de vue, Julien. Non, on se perd pas de vue, ouais. À tout bientôt. À tout bientôt. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était Florence Aubrin. Donc, si vous voulez la retrouver, hein, vous tapez Florence Aubrin dans un moteur de recherche. Vous tomberez sur elle très facilement. J'ai vu passer des messages pour vous mettre la fiche du magazine Innovation d'éducation. C'est le numéro 29, Neuroatypisme, apaiser la vie quand le cerveau déborde. C'est le dernier numéro là qui est sorti. Si vous voulez vous le procurer, vous tapez boutique Innovation en éducation dans un moteur de recherche. Et puis, on a parlé un tout petit peu aussi d'intelligence artificielle. Là, c'est le dernier numéro qui est en cours, donc on est en train de faire les corrections là de ce magazine. Il sortira courant janvier. C'est IA, menace ou révolution, le guide pour parents et enseignants. Donc le numéro 30. Et là, vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Vous tapez magazine Innovation en éducation dans un moteur de recherche. Je vous rappelle qu'on est en train de booker là le 7e congrès Innovation en éducation qui va avoir lieu le 21 et le 22 février à Nîmes. Donc là, il nous reste un peu moins de 300 places maintenant, si vous voulez venir. Donc 21-22 février à Nîmes, c'est le 7e congrès Innovation en éducation. On va avoir 10 conférences, 40 exposants. Il va y avoir 14 ateliers pédagogiques et participatifs pour que vous puissiez vivre des expériences et découvrir par vous-même. Et c'est vraiment un chouette événement. Et donc, comme je le disais avec Florence, là, notre congrès, c'est un congrès qui a lieu tous les 2 ans. Donc là, c'est à Nîmes en 2026. 2028, on part à l'étranger au Canada pour organiser cette 8e édition. Et en 2030, on sera à Lille. Donc, si vous êtes dans le coin, autour de Nîmes ou pas très loin, je vous invite à en profiter et venir. Sinon, on se retrouve au Canada ou en 2030 à Lille. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée justement autour du congrès Innovation en éducation. Ça va vous donner un peu l'idée de quoi ça ressemble. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Il faut sortir d'une éducation punitive, sévère. Il faut sortir des humiliations verbales et physiques. On a la chance d'être au XXIe siècle et d'avoir des pistes pour que nos enfants aillent mieux. Il ne faut pas forcément aller au plus près, pas forcément aller au moins cher, mais qu'il faut vraiment trouver ce qui fait vibrer son cœur. Une quinzaine d'années, il y a quand même énormément de recherches, énormément de travaux, énormément d'ouvrages. Donc l'idée, c'est pas d'évaluer ou de porter un jugement, c'est de pouvoir se dire comment on peut améliorer le système et lui apporter des éléments supplémentaires qui vont pouvoir l'enrichir. Les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles des gens de terrain qui peut-être voient les problèmes au quotidien et aimeraient prendre des mesures beaucoup plus radicales. Je me désole de voir à quel point on traîne en France. Et pourtant, on a des endroits comme aujourd'hui où les conférenciers sont de qualité. On repart avec des vrais outils. Ce que je veux, c'est que les enfants soient heureux. Souvent, quand on fait ce choix d'orientation, on dirige l'élève vers la recherche d'un métier. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux devenir, mais qu'est-ce que je veux faire pour être productif et économiquement. Écoutez vos enfants, ils ont beaucoup de choses à vous dire. On va les inviter à devenir des héros de la joie. Un héros de la joie, c'est quoi? C'est un enfant qui sait prendre soin de lui et sait rendre heureux les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on travaille dans la coopération. On a besoin de travailler la coopération avec les jeunes. Or, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la compétition. J'aimerais sensibiliser les jeunes sur l'origine de leurs ambitions, de leurs rêves et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont une certaine vision du succès. Une priorité pour moi dans le système éducatif,
c'est de cette capacité à écouter pour pouvoir pleinement s'épanouir et se réaliser à travers nos études et à travers notre travail. C'est au-delà de séminaires, de lectures, de partage de théories. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Je crois que ça fait du bien à tout le monde en fait de vivre cet événement. Croyez en vous, croyez en l'autre, réalisez quoi. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.